Bah, Shalom à toutes et à tous. Grâce à Midrash Yehuda Manitou, on retrouve Georges Spira pour développer ensemble les thèmes de l'histoire juive. On est toujours dans la série sur les Juifs de Pologne et on attaque un morceau très très intéressant qui est la naissance du chassidisme. Et on souhaite déjà à tout le monde Pessar Kasher et sa mère. Berchavot Georges. Merci, Johan. Voilà, bonsoir tout le monde. bonsoir. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai ce soir un très très long carnet de famille, Ah, mais plein de bonnes choses. Alors, ça vaut la peine. Par les temps qui courent, ça nous fait du bien à tous. Alors voilà, un grand mazel tov au rabbin Alexis Blum et à Anne, son épouse, pour la naissance d'une petite fille. Et puis, Edgar Weil et son épouse fiancent une petite fille. Mazel tov. Et puis, Brigitte Geismar, qui est à Ashdod, a eu un petit-fils, Mazel Tov aussi, ça c'est le troisième chez sa fille Sophie. Et puis, nous avons Sigi et Suzy Anhart, qui ont reçu une petite fille. Vous voyez, on repeuple le pays là, hein. Et puis, Maxime et Daniel Schiff ont fiancé un petit-fils, Mazel Tov. Rivka Bochko a eu un petit-fils, Mazel Tov aussi. Et pour terminer, Georges et Eliane Veil ont eu un arrière-petit-fils. Et ce soir, on est riche, on est plein de bonnes choses, et ça fait du bien et ça fait plaisir. Donc, Mazel Tov à toutes les personnes que je viens de nommer, et ça réjouit tout le monde à Midreshet Manitou. Voilà, alors maintenant, ben, on va reprendre le vif du sujet. Et alors, j'ai regardé un petit peu tous les cours qui se déroulent actuellement sur Midreshet Manitou ou sur l'Ilmod. Et je suis un canard boiteux parce que je suis le seul qui ne va pas vous parler de Pessah. Tout le monde nous parle de Pessah, et la quatrième coupe, et le cinquième fils, et je ne sais pas quoi encore. Eh bien, moi, je ne vous parlerai pas de Pessah. Non, voilà. Mais je veux tout de suite vous souhaiter à l'avance Pessah, Kacher, Vesameach, évidemment. Alors, un petit résumé quand même de ce qu'on a vu la semaine dernière. Il y a 15 jours, nous avons vu que le Vad Arba Aratzot, le Conseil des quatre pays, s'est développé avant 1648 et a donné une très grande autonomie aux Juifs. Et comme ils étaient autonomes et qu'ils réglaient notamment les problèmes judiciaires, ça a amené à un approfondissement des études du Talmud pour être capable de répondre aux différentes questions posées. Donc un fort développement des études dans les yeshivot et en parallèle, évidemment, un développement, un approfondissement du pouvoir et de l'autorité des rabbins. N'est pas né à l'époque, mais c'est largement développé l'habitude de faire du pilpoul, c'est-à-dire de la discussion talmudique qui alimentait les rencontres, et c'était un vrai plaisir pour les gens, notamment les jours de marché, de faire un peu de pilpoul ensemble. Les érudits, même pauvres, sont de plus en plus appréciés. Nous en reparlerons tout à l'heure encore une fois. Et je vous avais également mis très fortement l'accent sur la différence entre l'antijudaïsme de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe en général, à l'exception de, effectivement, l'Europe de l'Est. En Europe de l'Ouest, c'est un antisémitisme strictement religieux, presque mythologique. Parfois, il ne faut même pas de juif pour être antisémite, et totalement irrationnel. Alors que l'antisémitisme en Pologne, ce n'est pas une excuse, hein, mais c'est un antisémitisme plus social. Il repose sur une situation sociale donnée. Ça n'est pas une excuse, mais la nature de cet antisémitisme est très différente et est provoquée notamment par un nombre très élevé de juifs en Pologne et le fait que dans tous les gestes de la vie quotidienne, les Polonais rencontrent les Juifs, ont besoin d'eux pour acheter, pour vendre, pour l'agriculture, pour de l'artisanat, etc. Et donc, il y a une espèce de saturation de cette présence juive. Côté Église, on a l'antisémitisme mythologique de l'Europe de l'Ouest qui se porte très bien, mais qui est moins important en Pologne pour le moment. On est au 17e, moins important que l'antisémitisme d'origine sociale. Alors évidemment, cet antisémitisme provoque des pamphlets,
des livres anti-juifs. Je vous ai parlé notamment d'un livre qui a été un livre de chevet pour plein de personnes en Pologne, qui s'appelle La vie des saints, qui a été écrit par un jésuite qui s'appelait Pierre Zarka. Mais cet antisémitisme provoque aussi ce que j'appellerais des incivilités. Nous ne sommes pas dans les pogroms. Les pogroms, c'est plus tard. On a des incivilités, des insultes, des bousculades à l'occasion d'une ratonnade, mais ce sont des événements relativement peu dramatiques, pas sympathiques évidemment, ça provoque une insécurité, mais nous ne sommes pas dans le système du pogrom. Et pour essayer d'éviter ces incivilités, les Juifs vont en venir à, à payer une espèce d'impôt illégal, impôt non imposé, si vous voulez, qu'on appelle le Kotsubalek, et qui va les protéger un petit peu de toutes ces incivilités. 1648, c'est le Potok, le déluge, les massacres de Chmelnytsky, dont les conséquences se feront sentir dans différents domaines. D'abord, pour les Polonais eux-mêmes et pour la Pologne. 1648, c'est le début de la décadence et de la désagrégation de la Pologne qui se terminera en 1791. Voilà, ça commence à cette époque-là. Alors, pour les Juifs, c'est la fin, le terme est excessif, on ne veut pas parler d'âge d'or, mais d'âge relativement paisible. Je vous rappelle que des Juifs d'Allemagne, notamment, venaient se réfugier en Pologne parce que là-bas, on avait beaucoup plus de sécurité. Donc, cette époque-là est révolue avec ces massacres de Chmelnytsky. Beaucoup de Juifs seront vendus en Turquie comme esclaves. Ça nous amènera une conséquence après dont je vous parlerai. Et puis surtout, les bases économiques des Juifs sont totalement détruites. Et ça, c'est extrêmement grave parce que les Juifs ne seront plus les principaux financiers des demandes des princes, des nobles et des rois. Et vous savez que les Juifs, quand ils ne sont pas capables d'apporter quelque chose, ils pèsent plus très très lourd dans la balance. C'est exactement ce qui va se passer. On ne tolère les Juifs que dans la mesure où ils rapportent des sous. S'ils rapportent plus de sous, eh ben, ils n'ont rien à faire dans le pays. Voilà. En 1765, c'est la dissolution du Vaad Arba Aratzot, le Conseil des quatre pays. Pourquoi? Parce que le roi décide qu'au lieu d'avoir un impôt global pour tous les juifs de Pologne, ce sera dorénavant un impôt par capitation, donc par personne. Or, l'impôt global a induit automatiquement 2 réunions par an pour discuter de la répartition de cet impôt entre les différentes communautés. C'était la fonction essentielle du Vardar Baratsot. Après, il y a beaucoup de choses qui tournent autour, sur l'autonomie judiciaire, sur l'influence des rabbins, plein de choses. Mais l'essentiel, c'était cette répartition des impôts. Et donc, comme il n'y a plus de répartition à faire, le Vardar Baratsot sera dissous. Le 20 Sivan, qui est la date du premier pogrom de Chmielniki, est décrété jour de deuil en Pologne, jour de jeûne national. Et certaines cours chassidiques, jusqu'à aujourd'hui encore, jeûnent le 20 Sivan. Mais ce qui est intéressant, et je vous l'avais souligné, c'est à côté de l'histoire, mais 600 ans auparavant, un jour de deuil avait été instauré en France suite au massacre de la communauté de Blois. Exactement la même date, le 20 Sivan. Voilà. Alors, ces malheurs de Chmelnytsky sont vus par la population comme une punition pour un mauvais comportement, et il va falloir réagir. Les Juifs du monde vont se mobiliser pour les Juifs de Pologne. Alors, d'une part, pour racheter les esclaves qui ont été vendus en Turquie, et d'autre part, pour aider leurs frères de Pologne qui sont vraiment dans une situation très, très difficile. Maintenant, en Pologne même, beaucoup de Polonais vont quitter la Pologne, de Juifs polonais, et vont s'installer alors un peu partout, à Hambourg, à Amsterdam, en Allemagne, et beaucoup en Hongrie, en Roumanie. Il y avait déjà des communautés, mais ce sera la base d'un formidable développement de ces communautés de pays de l'Est, ce qu'on appelle de pays de l'Est. Alors beaucoup de Juifs quittent la Pologne, mais aussi beaucoup de rabbins. Ce qui amènera un très grand historien, mais je déteste sa réflexion, c'est pour ça que je la répète, parce que c'est vraiment pas sympathique,
à dire que le judaïsme européen se polonise. Et c'est dit avec une très forte connotation de mépris, et c'est Gretz. Mais c'était un très grand historien, cela dit. Mais voilà, c'est la perception à l'époque de ce que pouvait être le judaïsme de Polonais, et nous allons en avoir une illustration tout à l'heure. Encore. Alors, une des premières réactions, parce que les gens vont réagir, ils ont entendu parler quelque chose, il y a un type là qui se promène, Shabtai Tzvi, qui amènera le Mashiach, il a un prophète avec lui, etc. Et donc, on s'intéresse à Shabtai Tzvi. On en a entendu parler, notamment par le truchement de la communauté d'Altona, dans le nord de l'Allemagne, où il y a beaucoup de Sfaradim, et également par Amsterdam. À noter que Shabtai Tzvi n'a jamais mis les pieds en Pologne. Je vous ai raconté également le témoignage d'une dame extraordinaire, Glucke de Hameln, mère de 14 enfants, fortunée, dont le mari décède. Elle reprend les affaires de son mari, mais ce qui est surtout extraordinaire, à la fin, après quelques années, elle va se remarier et s'installer à Metz. Mais ce que je trouve extraordinaire à l'époque, nous sommes au 18e, début du 18e, même fin du 17e, elle écrit un témoignage de la vie juive en Pologne à l'époque, de tout. Et dans ce témoignage, on trouve notamment une description de l'adhésion massive de juifs polonais à l'idéal et à la personne de Shabtai Tzvi. Et donc elle raconte comment les gens vendent tous leurs biens, se préparent à partir en Israël ou à le rejoindre en Turquie, et c'est un véritable chamboulement en Pologne. Mais il n'y a pas que lui. Shabtai Tzvi aura des successeurs, Cardozo, Eisenstadt, Guérido, et surtout, Jacob Frank. Jacob Frank, qui est désigné par Gershom Scholem, qui est le spécialiste de la mystique juive, comme le plus effrayant des déviants du judaïsme. Voilà, et nous en étions donc là. Et donc, on va continuer. Si j'insiste beaucoup sur toute cette histoire de Shabtai Tzvi, de Frank, et on va encore en parler, c'est parce que ça va nous amener le chassidisme. On y va par petites étapes, si vous voulez bien. Donc, on reprend. Voilà. Il y a toutes ces déceptions suite à Chmelniki, suite à Shabtai Tzvi qui est condamné. Plus, il y a une misère terrible. Les Juifs sont pourchassés par le clergé, par la bourgeoisie. Ils ont une vie tout à fait insécure. Et donc, certains partiront vers d'autres pays. C'est ce que nous venons de voir. En plus de ça, il va y avoir une terrible déception avec des rabbins, notamment à cause de la controverse entre les rabbins Emden et Eibeschütz. Je vous raconterai ça tout à l'heure. Mais ça, c'est une grosse histoire. En plus de ça, il y a une déception sous le rabbinat, nous allons voir pourquoi, pour plusieurs raisons. En parallèle, il y a une grande différence dans le judaïsme de Pologne entre les juifs du nord de la Pologne et de la Lituanie et ceux du sud de la Pologne. En effet, dans le nord, les Juifs sont regroupés autour de rabbins qui sont de véritables érudits. L'étude du Talmud et de la Torah sont vraiment mis à l'honneur, et c'est un grand honneur que d'être un érudit dans ces régions-là. De plus, ils trouvent dans cette étude une consolation à leurs soucis, une vraie consolation, mais surtout un sujet de fierté d'être juif. Ça, c'est ce qui se passe dans le nord, les Lituaniens essentiellement, et le nord de la Pologne. À l'inverse, les Juifs du sud de la Pologne sont atomisés dans des villages. Et donc, il n'y a pas de grande communauté constituée. Ils sont peu nombreux, ils sont très pauvres. Il n'y a pas beaucoup de rabbins de grand niveau. Il y en a quelques-uns, bien entendu, mais pas beaucoup, ça ne suffit pas. Et les moyens physiques et intellectuels de cette population sont nettement plus limités. Et par conséquent, ils trouvent pas beaucoup de consolation dans l'étude. Elle rapporte rien ou pas grand-chose, en tout cas pour le moment. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est dans le sud de la Pologne que justement va se développer le chassidisme. Nous allons voir ça par étapes.
L'impact de Shabtai Tzvi et de Jacob Frank a également frappé, et ça c'est terrible, et ça donne une déception sur les rabbins, a frappé des érudits, des gens de qualité qui vont rejoindre Shabtai Tzvi. Par exemple, le rabbin David Halevi, rabbin de Lvov, en Ukraine, donc au sud-est de la Pologne, envoie son fils Isaïe et son gendre Ariel Leib pour rencontrer Shabtai Tzvi, qui est prisonnier à Gallipoli, où il tenait une véritable cour. Je vous avais raconté cette histoire-là. Un autre rabbin de bonne réputation, Berechia Bera, prédicateur à Cracovie, donc quelqu'un qui tient des discours, qui enseigne en permanence, rejoint Tzvi en Turquie. Un autre, c'est encore pire, Nehemia Cohen, un éminent kabbaliste de Lvov, après seulement 3 jours de discussion et d'entretien avec Shabtai Tzvi, se convertit à l'islam. On a du peine à croire ça, une personne vraiment de grande qualité. Pardon, excusez-moi. Donc, ça fait pas mal de déceptions pour cette population juive. En Pologne même, pas mal de juifs vont rester fidèles à Shabtai Tzvi, malgré le chérem qui a été prononcé contre eux par le Vaad Arba Aratzot, car en dehors du cas très particulier du jeûne de Tisha B'Av, qu'ils ne respectent pas selon les instructions de Shabtai Tzvi, ils sont de stricte orthodoxie parce qu'ils sont dans l'attente de la venue de Mashiach. Donc, il faut être prêt à recevoir le Messie, et ça passe par une stricte orthodoxie au niveau de la pratique juive, sauf Tisha B'Av, un cas particulier. Voilà. Alors, il reste fidèle à Shabtai Tzvi. Alors, on contrôle les livres, on regarde à droite, à gauche, rien n'y fait. Ce courant sabbatéen va se développer grâce aux successeurs de Shabtai Tzvi, certains que je vous ai nommés tout à l'heure, Eisenstadt, d'autres également, Herschel Sorev de Vilno, Chaim Malchak, qui était un kabbaliste réputé, lui, de Kalish, Rabbi Sadok de Grodno, en Biélorussie, et en plus de ça, il y a toute une littérature messianique qui est diffusée, basée sur la pensée de Shabtai Tzvi ou de ses, entre guillemets, successeurs. Vous voyez que les candidats Messie ou les candidats annonciateurs du Mashiach sont assez nombreux et il y a de quoi faire pour diffuser cette pensée déviante. Et puis, il y a d'autres personnages aussi, alors qui, eux, ça c'est intéressant parce qu'ils sont, en bon français on dit borderline, ils sont à la limite. À la limite, ils ne sont pas des adeptes de Shabtai Tzvi, ils ne relèvent plus de l'orthodoxie traditionnelle rabbinique, ils sont mystiques, ils sont à la limite, mais ils font un peu peur, un petit peu. Par exemple, en 1691, David Hirsch-Posner de Krotoshin, c'est en Grande Pologne, c'est-à-dire à peu près au centre de la Pologne, publie un livre qui s'appelle Yalgut David, un commentaire de Midrashim qui fait allusion à une possible prochaine nouvelle loi juive. Il ne se réfère absolument pas à Shabtai Tzvi, mais c'est dans l'air du temps. C'est ce que je veux essayer de vous faire toucher du doigt. La situation est tellement perturbée au plan politique, au plan économique, au plan spirituel, au plan religieux, au plan sécuritaire, que toutes sortes de mouvements se dessinent. Certains de ces mouvements seront une déviance absolue par rapport au judaïsme, nous les avons vus, et d'autres ne le seront pas. Mais ça va provoquer des oppositions et des querelles très, très, très importantes, nous en parlerons tout à l'heure. Alors voilà, lui fait référence à une possible prochaine nouvelle loi. Un autre, même époque, 1694, Rabbi Samuel Phœbus Kahana, publie un livre qui s'appelle Leget Shmuel, où il dit qu'il se pourrait que la Géoula, donc la délivrance, ait débuté il y a quelques années. Il ne parle pas de Shabtai Tzvi, mais on peut faire le rapprochement.
et c'est risqué, c'est dangereux. Donc voilà, et il y a comme ça des gens un peu à droite, à gauche qui sont en train de réfléchir comment répondre à la situation extrêmement difficile. Alors, les sabbatéistes diffusent leurs idées mystiques sous une forme très populaire. Et par exemple, nous avons un autre rabbin, excusez du peu, Yehuda Chassid, pas rien, qui parcourt entre 1696 et 1698 la Pologne et l'Allemagne avec un groupe de personnes autour de lui qu'on appelle la confrérie des pieux, des chassidim. Et dans cette confrérie, on trouve d'éminents rabbins de Vilno, de Lublin ou de Ruthénie. Alors ils arrivent dans un village ou une ville, ils sont habillés de blanc et ils dénoncent la parenté entre la richesse et l'impiété. Un homme riche ne peut pas être un homme pieux. C'est leur théorie. Ça n'est absolument pas la vérité, mais la richesse, je ne sais pas plus qui disait, est une épreuve. C'est un rabbin qui disait ça. La richesse est une épreuve. Bon, alors il raconte ça, et on se méfie. Et ils sont condamnés par le Bédine de Cracovie, et du coup, beaucoup d'entre eux vont s'exiler, et cette confrérie des pieux va disparaître. Alors voilà, un certain nombre de personnes, les uns sabbatéens ou franquistes, les autres rénovateurs, si vous voulez, mais pas du tout déviants. Et on a peur. On a peur parce que le rabbinat traditionnel a peur de ce qui peut se passer. Et il y a des opposants. Un des plus farouches à ces courants est le rabbin Yaakov Emden. Ah, voilà, on rentre maintenant un peu dans le vif du sujet. Il est né en 1697 à Altona, donc en Allemagne du Nord, et décède en 1776, toujours à Altona. C'est le fils du rabbin Tzvi Hirsch Ashkenazi, un des chefs de file du judaïsme allemand, qui aura été un certain temps le grand rabbin des trois communautés du Nord, Hambourg, Altona, Walsburg. On l'appelle le Yahavetz, et il a un fils qui s'appelle Meshulam Shlomo. Il a écrit pas mal de livres, et sa sépulture est encore visible aujourd'hui dans le cimetière d'Altona, à côté d'Hambourg. Altona, Hambourg, on va beaucoup en parler quand on parlera d'Amsterdam, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, ces œuvres, il a beaucoup écrit, environ 25 livres, prennent le contre-pied des mouvements dits messianiques. Et puis ça commence par un premier bouquin qui s'appelle Echut Ben Yaakov, sur ce qu'il croit être. Alors je souligne bien ce qu'il croit être. L'hérésie du rabbin Jonathan Eiboschutz. Ça, on va en reparler tout à l'heure. Un autre livre, Shimouch, sur l'influence des Sabbatéens. Un autre, Shvirat Luchot Ha'aven, pas la peine de retenir tous ces noms. De temps à autre, dans des shiurim, des rabbins citent ces personnages ou citent ces livres. Shvirat Luchot Ha'aven, alors lui, c'est un livre polémique où il réfute le Luchot Edut de Eibeschutz précisément. Donc voilà, on est dans la bagarre. Il écrit un commentaire de la Mishnah, un livre de Tshuvot. Vous voyez que c'est pas rien, hein, ce personnage. Il écrit un Sidour commenté qui lui fera quelques petits problèmes, on y viendra tout à l'heure. Un commentaire de Pirkei Avot, Shahagat Aryeh, qui est un livre d'éloge de son beau-frère qui est le rabbin Aryeh Leib ben Shaul d'Amsterdam, et pas mal d'autres ouvrages. En tout, donc, 25 livres, dont notamment une autobiographie dans laquelle il relate les tensions dans le judaïsme européen à cette époque. Et c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Tensions à cause de nos déviants, évidemment, et de nouveaux courants qui, petit à petit, vont se faire jour. Alors, quelle est sa formation? Il a d'abord été formé par son père, un grand talmudiste, et qui lui a notamment transmis une haine farouche de tous les déviants et des soutiens de Shabtai Tzvi et de ses partisans.
Il est marié avec la fille du Rosh Yeshiva de Ungarisch Brod en Moravie. Donc, c'est des mariages de haut niveau, des gens de très. C'est quelqu'un de très très haut niveau, Emden. Et le rabbin de Hongrie s'appelle Rabbi Mordechai ben Naftali HaKohen. Et de quoi est-ce qu'il vit? Ben, pendant 3 ans, il va être un marchand ambulant de bijoux. Ceci pour avoir gardé son indépendance, pour ne pas avoir besoin de dire merci à qui que ce soit. Et puis, il devient rabbin à Emden. Je vous rappelle qu'il est né Ashkenazi, et son nom, Jacob Emden, vient justement du fait qu'il a résidé là-bas. Eibeschutz, d'ailleurs aussi, est le nom d'une ville. Donc, il devient rabbin à Emden, dans le nord-ouest de l'Allemagne, c'est un port. Et en 1728, il retourne à Altona. Non, 1728 à Emden, 1733, il retourne à Altona. Et à Altona, vu sa notoriété, il reçoit l'autorisation d'ouvrir une synagogue et de créer une imprimerie, tout en ayant en parallèle un commerce de bijoux très florissant. Parce que cette autorisation, elle émane des autorités publiques, des autorités politiques, pas du rabbinat, évidemment. Et là, il publie une tefila commentée et qui lui attire le reproche, le désaccord de 2 rabbins. Pas n'importe qui, vous allez voir. Le premier s'appelle rabbin Moshe Chagis, qui est le rabbin de la communauté portugaise d'Altona, et le deuxième est le rabbin Ézéchiel Katzenelnbogen. C'est un impérien, c'est le grand rabbin des 3 communautés du Nord, Hambourg, Altona et Wandsbek. C'est un groupe de 3 communautés puissantes, essentiellement peuplées de juifs portugais, mais pas seulement. C'est des juifs ashkénazes, et c'est vraiment aussi un centre d'études. Et ce groupe de 3 communautés avait été précédemment dirigé par son père, le rabbin Ashkenazi. Donc il connaît bien la région. Alors, il y a là une sérieuse bagarre sur cette tefila, sur ce sidour commenté. Et cette querelle entre Ebnen et Katzenelnbogen, on ne parle pas de Eibeschutz, Katzenelnbogen, va durer jusqu'à la mort de ce dernier en 1749. Donc, c'est une haine féroce, une bagarre terrible. Et il va reporter sa haine sur le successeur de Rav Katzenelnbogen, le rabbin Eibeschutz. Alors, rien ne me permet d'affirmer, mais on peut quand même supposer que son père ayant été le grand rabbin des 3 communautés, voilà que décède l'actuel grand rabbin, il pouvait certainement postuler pour cette fonction, et il est coiffé sur le poteau par le rabbin Eibeschutz. Ça peut être certainement une partie, pas la totalité, mais une partie de sa rancœur contre le rabbin Eibeschutz. Il a été coiffé sur le poteau, jamais très sympathique, très agréable d'avoir ça. Alors, quand même, il soupçonne Eibeschutz d'être un adepte de Shabtai Tzvi. Et il va aller très loin. Il va aller trop loin. Il va aller jusqu'à exiger son excommunication, et chose qu'on ne fait pas. Mais il va aller encore plus loin après. Emden est accusé par la communauté d'être un provocateur, un agitateur, et on lui demande de quitter la communauté d'Altona. Dans un premier temps, il refuse, et puis dans un deuxième temps, et il part et se réfugie à Hambourg, et plus tard encore à Amsterdam. Mais à Hambourg, il s'adresse au roi Frédéric V du Danemark. Alors ça, c'est encore pire, parce qu'on ne prend pas, c'est un principe absolu, un non-juif à témoin de nos querelles intestines, surtout quand il s'agit de problèmes de religieux. Moi, je n'ai pas à juger, mais on appelle ça un Moser, un délateur. C'est vraiment très, très grave. Et le roi du Danemark, en 1752, rend son jugement, un jugement en sa faveur. La communauté, je reviendrai encore une fois dessus en détail tout à l'heure, la communauté est blâmée pour l'avoir chassé,
et doit payer une amende. La communauté, en fait, il s'agit du Vad Arba Aratzot. Alors, il revient à Altona, et à peine arrivé à Altona, il reprend ses attaques extrêmement virulentes contre le rabbin Eibeschutz, à telle enseigne que le roi qui vient de lui donner raison lui dit de se calmer. Ça va, ça suffit maintenant, calmez-vous. Alors, ce conflit entre Emden et Eibeschutz va être débattu dans toute l'Europe. C'est un conflit très profond, un conflit violent, et qui porte sur des éléments fondamentaux du judaïsme. On reproche à Emden son entêtement et sa fierté, sans pour autant, à aucun moment, douter de sa valeur. C'est un rabbin de très haut niveau. Mais bon, en bon français, on dirait qu'il a un caractère de cochon. Voilà. Et puis, il a un ego un petit peu surdimensionné, probablement. Et puis, il a des doutes, des craintes qu'on peut comprendre, qui peuvent être légitimes, parce qu'on sort de toute cette histoire de Shabtai Tzvi, de Franck, etc. Voilà en ce qui concerne Emden. Voyons maintenant le rabbin Eibeschutz. Alors lui, il est né en 1690 à Cracovie et décède en 1764 à Altona. Alors, il va beaucoup se balader. Sa tombe d'ailleurs est également visible au cimetière d'Altona. Son père est rabbin à Eibeschutz, d'où justement son nom. Et c'est le fils du rabbin Nathan Spira, dont je vous ai déjà parlé à une autre occasion, faisant partie d'un conseil de rabbins de très très haut niveau. Malheureusement, il perd ses deux parents avant l'âge de 13 ans, et la communauté l'envoie étudier chez Rabbi Meir Eisenstadt, rabbin à Prosnitz en Allemagne. Alors ce Eisenstadt n'a rien à voir avec celui-là, celui qui se fait passer pour un successeur de Shabtai Tzvi. C'est un autre Eisenstadt, Rabbi Meir de Prosnitz. Et puis, après quelques années d'études, il part pour Vienne, où le grand rabbin Samson Wertheimer le choisit comme gendre. Et alors, écoutez cette histoire-là, ça va vous faire sourire. Grand rabbin de Vienne, c'est pas n'importe qui, Wertheimer. Il choisit Eibeschutz pour gendre, parce que c'est un garçon bien, très érudit. Et puis voilà que sa fille refuse d'épouser ce Eibeschutz. Regardez le racisme entre juifs qui existe déjà à l'époque, parce qu'elle considère qu'il est d'un rang social inférieur. Et de fait, le rabbin Wertheim est un juif Yek d'Autriche, de Vienne, alors qu'Eibeschutz n'est jamais qu'un juif polonais, n'est-ce pas? Et donc sa fille, qui est quand même assez exceptionnelle, s'oppose à son père, qui est le grand rabbin, et refuse de l'épouser. C'est quand même assez savoureux comme histoire à l'époque. Je ne sais pas ce qu'est devenu cette fille, mais le rabbin Eibeschutz, ben, il ne va pas attendre. Voilà, alors il part pour Prague, et là, il épouse la fille du rabbin Yitzhak Spira, qui, quelques années plus tard, le fera désigner comme Rosh Yeshiva. Voilà, alors il passe 2 ans à Prague, 1710-1712, et il étudie avec les élèves du rabbin Abraham Broide. Alors, ce rabbin Abraham Broide était rabbin à Prague et vient d'être nommé à Metz, mais il a des élèves sur place à Prague. Donc, Eibeschutz va étudier avec eux, et après, il va partir, il vit 2 ans à Hambourg, et revient à Prague en 1714 comme Rosh Yeshiva, désigné par le grand rabbin de Prague. C'est un bon orateur, il est populaire, il est respecté des juifs et des non-juifs, il a de bonnes relations avec les autorités, c'est un homme agréable, un homme agréable. Et du coup, tellement respecté que les autorités lui donnent l'autorisation d'imprimer le Talmud à Prague. Alors, imprimer le Talmud, c'est une œuvre monumentale. Il n'arrivera pas au bout. Il va commencer, mais il n'achèvera pas son projet. Et c'est précisément pendant ce séjour à Prague que vont commencer les polémiques avec Emden. Les premières attaques qui sont pas très tendres. Alors,
Heibeschutz pense qu'il ne pourra pas rester indéfiniment à Prague, justement à cause de ces polémiques, et il postule pour le poste de Metz après le décès du rabbin Jacob Richer. Les rabbins se succèdent au décès, on décède quand même assez jeune. On est en 1733. Sauf qu'il n'est pas désigné, il est coiffé sur le poteau par le rabbin Yaakov Yoshua Falk. C'est l'auteur du Pnei Yeshua, encore un livre dont vous avez entendu parler dans des shiurim certainement. Et c'est ce rabbin Yoshua Falk qui obtient le poste de rabbin de Metz. Voilà. Alors, quelques années, puis Falk est nommé à Francfort en 1741. Alors, du coup, Heibeschutz postule de nouveau pour Metz et il est nommé en 1741. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est sa lettre de candidature qui est dans les archives de Metz. Et il précise, mais il ne se vante pas, il précise, parce qu'on pourrait se dire, bon, il la ramène beaucoup, ben, pas du tout, vous allez voir. Il précise qu'il a de sérieuses connaissances en sciences naturelles, en astronomie, en philosophie, en mécanique, en mathématiques et en rhétorique. Ça fait beaucoup pour un seul homme. Oui, sauf que ses œuvres prouvent qu'il a dit la vérité, parce qu'elles sont maillées d'explications sur les théories de Newton ou de Copernic, sur l'optique, sur l'astronomie, et surtout, il exprime beaucoup d'opinions à propos de Descartes et d'Aristote. Donc, il ne s'est pas vanté. C'est un homme qui a une prodigieuse culture, en dehors de ses compétences rabbiniques et de sa profonde connaissance de la Torah et du Talmud. Alors, il est donc reçu à Metz en 1941. En 1746, on lui propose le poste de Fürth en Allemagne, mais la communauté de Metz refuse de le lâcher parce que c'est quelqu'un de brillant et qui apporte beaucoup. Finalement, encore quelques années, il deviendra le grand rabbin de Hambourg, Altona et Wandsbek, et de 1750 à 1764, la date de son décès. Donc voilà la biographie de Emden, la biographie de Heibeschutz. Maintenant, la controverse entre ces deux personnages. Emden, nous l'avons vu, lutte activement contre les adeptes et les descendants de Shabtai Tzvi. Les noms Emden et Heibeschutz sont absolument liés en raison de cette terrible polémique qu'il y a eu entre eux et les attaques du premier, donc de Emden, sur Heibeschutz, qu'il soupçonne d'être un adepte de Shabtai Tzvi. Voilà le fond du problème. Il le soupçonne de ça. Alors, comment il fait ça? Il fait ça. Emden le soupçonne, se base, pardon, sur l'interprétation d'amulettes qu'écrit Heibeschutz. Alors là, il faut revenir là-dessus quelques instants. Le rabbin Heibeschutz écrit des amulettes, des petits textes euh, qu'il écrit quand des gens lui demandent pour un malade, pour peu importe, pour avoir une bracha et autres. C'est quelque chose de très courant à l'époque. Bon, on a plein même en Alsace très rationaliste, comme vous la connaissez, très, oui, très rationaliste, très psychorigide. En Alsace, on a des amulettes. En Alsace, on a également des gestes de superstition. Par exemple, on suspendait sur une femme en train d'accoucher un couteau au bout d'une ficelle, surtout pour protéger du mauvais œil, des choses comme ça. Ça existe en Alsace, contrairement à ce que souvent on croit. Eh bien, voilà, les amulettes, c'est quelque chose d'assez courant. C'est une bracha. Voilà, c'est tout. Sauf que, on peut leur faire dire un peu ce qu'on veut. Emden décortique quelques-unes de ces amulettes et les interprète d'une manière pas tout à fait convenable par rapport à ce que voulait écrire Heibeschutz. Il les interprète comme étant une émanation des idées de Shabtai. Alors, voilà la base, l'origine de cette controverse. Et puis, quand Heibeschutz est nommé grand rabbin des trois communautés du Nord, que je viens de vous dire,
la polémique enfle, elle bat son plein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure qu'il est fort probable qu'il a été un petit peu irrité de ne pas être nommé comme grand rabbin des trois communautés. Sauf que la grande majorité des rabbins vont prendre clairement parti pour Heibeschutz, dont deux personnes et surtout une personne. Le rabbin Yecheskel Landau est excusé du peu, le Gaon de Vilna. Ah, ça, c'est quand même une caution absolue pour Heibeschutz, qui le couvre. Et du coup, il y aura des résultats, des effets immédiats. Il est interdit aux Juifs de fréquenter la synagogue de Emden, et bien qu'il ait une imprimerie qui lui appartient, on lui interdit d'imprimer, y compris ses propres ouvrages. La sanction est très, très sévère. Et un petit peu plus tard, le Conseil des quatre nations, le Vaad Arba Aratzot, lui ordonne de quitter Altona. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, il refuse dans un premier temps. Finalement, il va partir d'abord pour Hambourg et ensuite pour Amsterdam et fait appel au roi Frédéric du Danemark qui lui donne un avis favorable. Le Vaad Arba Aratzot, qui n'a déjà pas beaucoup d'argent parce qu'il est en fin de vie complètement, est condamné à payer 100 thalers d'amende et Emden retourne à Altona. Et puis, en 1760, il va se passer quelque chose. La querelle repart parce que on a trouvé des preuves d'adhésion aux idées de Shabtai Tzvi chez des élèves de la yeshiva du rabbin Heibeschutz. Ça, c'est très embêtant, c'est très gênant, mais pire que ça, le fils cadet du rabbin Heibeschutz, qui s'appelle Wolf Jonas, s'autoproclame prophète sabbataïste et se révèle proche de plusieurs franquistes. Alors ça, c'est quand même très grave. C'est le fils même du rabbin Heibeschutz qui se proclame prophète, adepte de Shabtai Tzvi et qui a des amis de franquistes. Là, il y aura une conséquence. Heibeschutz sera obligé de fermer sa yeshiva. Et alors, il faut dire que des travaux récents penchent pour Emden. Il y aurait peut-être. Mais les rabbins traditionnels en Pologne ont toujours accepté les dénis de Heibeschutz sur les accusations qui ont été portées contre lui. Le judaïsme traditionnel l'a toujours défendu, et en Pologne, et encore un peu plus tard, et la discussion, figurez-vous, reste toujours encore ouverte de nos jours, en tout cas dans les cercles universitaires d'études juives, pas dans les yeshivot. Le problème, il est réglé, ça fait longtemps, on l'a presque oublié, mais dans les cercles universitaires d'études juives, le débat reste ouvert. La réponse définitive n'est pas apportée. L'ironie de l'histoire, c'est que Heibeschutz et Emden sont presque enterrés côte à côte au cimetière d'Altona. Et Heibeschutz a beaucoup, beaucoup publié. En fait, il n'a pas publié, en fait. Il a beaucoup écrit. Il a écrit une centaine d'ouvrages, c'est considérable. Mais tous ces ouvrages ont été publiés post-mortem, à l'exception d'un commentaire qui s'appelle Yoredea. Alors, ces ouvrages portent sur des drachot, des commentaires sur le Chumash, des mitzvot, le Shulchan Aruch, Rambam, etc., etc. En tout, une centaine d'ouvrages, c'est considérable pour une seule vie, alors qu'à côté de ça, il avait quand même des fonctions. Et je voudrais revenir sur trois de ces idées, il y en a beaucoup d'autres évidemment, mais trois dont une qui est très intéressante. Avant ça, je voulais vous dire que la yeshiva du rabbin Heibeschutz a été celle qui a probablement formé le plus d'élèves. On évalue le nombre d'élèves qu'il a formés à 20 000. Un chiffre considérable, énorme. C'est la plus grande yeshiva qu'il y ait eu en Europe, ou le plus grand nombre d'élèves formés par un rabbin en une génération.
Alors voilà 3 idées de Heibeschutz qui sont assez intéressantes à étudier. Pour Purim, Haman, dans la Megillah, nous définit comme un peuple dispersé et divisé. Toute référence à des situations contemporaines serait parfaitement fortuite, évidemment. Et la leçon d'Esther, c'est va et rassemble tous les Juifs. Et ça, c'est un des principes de Heibeschutz, d'essayer d'arrondir les angles et de réunir le peuple. Une idée. La seconde, elle montre sa profonde connaissance de la psychologie humaine. Voilà, le peuple proteste, c'est marqué dans la Torah, contre la manne. Ils en ont marre de manger de la manne en permanence. Et pourquoi? Ce que dit le rabbin Heibeschutz, comme elle était très abondante, chacun en voulait plus que l'autre. Et c'est très intéressant. Quand on est pauvre, il n'y a pas de jalousie. Mais quand on a beaucoup, on veut plus que l'autre. C'est une profonde connaissance de la psychologie humaine, évidemment, on a beaucoup à parler là-dessus. Ce n'est pas l'objet de ce cours. La troisième idée de Heibeschutz, alors celle-là, elle ouvre plein d'horizons. Il s'agit des lois noachides. Vous savez de quoi il s'agit? Les 7 lois auxquelles sont soumises tous les peuples les peuples non juifs. Pas tuer, pas voler, etc. Plein de choses. 7 lois. Il considère que ce sont des lois naturelles et il en tire comme conclusion, et c'est ça ce qui est très intéressant, que euh, que le christianisme n'est pas une idolâtrie. Et alors là où c'est très intéressant aussi, c'est que Emden développe exactement la même idée. Le christianisme n'est pas une idolâtrie, parce que les lois noachides sont des lois naturelles, des lois universelles. Mais Emden va encore plus loin, parce qu'il dit que le christianisme a réduit massivement l'idolâtrie dans le monde et que son promoteur, ce qui est une stricte réalité, était un juif orthodoxe, de même que ses disciples. Donc voilà, ils sont d'accord là-dessus, ce qui ne les empêche pas de se taper dessus, évidemment, et c'est quelque chose de très révolutionnaire pour l'époque, hein, parce que le christianisme est quand même considéré comme une idolâtrie dans certains milieux, dans certaines analyses talmudiques. Et voilà, on est là au XVIIIe siècle, c'est un coup de pied dans la fourmilière. Il y a beaucoup, beaucoup d'autres idées, ce n'est pas l'objet, je voulais juste vous soumettre ces 3 idées du rabbin Heibeschutz. Alors, il a eu beaucoup d'étudiants, je vous l'ai dit, et parmi eux, un certain Samuel Haberstadt, qui sera plus tard rabbin à Haguenau, donc dans le Bas-Rhin, grâce à l'entremise de Heibeschutz. Pourquoi je vous en parle? Parce que Haberstadt est arrivé à Haguenau après avoir été expulsé de Prague avec toute la communauté juive de Prague en 1744. Donc c'est suite à une action anti-juive violente qu'on retrouve ce Haberstadt à Haguenau. Les nombreux faux messies, disciples de Franck et autres, vont trouver sur leur chemin des rabbins, et ça c'est encore un point, ça prépare la suite, des rabbins qui emboîteront les mêmes idées mystiques, mais sans jamais dévier. Alors, ils se revendiquent évidemment absolument pas de Shabtai ou de Franck, mais ce que je veux vous dire par là, et j'y reviens tout de suite, c'est que l'ambiance, l'environnement psychologique, économique, politique, spirituel est tel qu'il promeut des idées nouvelles, des idées plus mystiques. Alors les unes vont complètement dévier, les autres non. Mais la hantise du rabbinat traditionnel est telle et compréhensible que ça va générer des bagarres très, très violentes. Alors voilà, ces gens-là, c'est pas n'importe qui, je vous assure, euh, développent des idées mystiques sans jamais dévier. On a pu se tromper, c'est ce que je viens de vous dire, sur leur projet, comme par exemple avec Heibeschutz,
Mais assez rapidement, on voit quand même qu'ils sont d'une stricte orthodoxie. Parmi eux, un nom que vous connaissez très bien, et ça ne se passe pas en Pologne, mais ça se passe en Italie, c'est Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, le Ramchal, à n'importe qui. 1707-1747. Malheureusement, il est décédé très jeune. Après une vie de misère, de malheur, vraiment. Il est né dans le ghetto de Padoue, donc en Italie, qu'il quitte en 1734. Donc il a déjà quand même 27 ans. Et pourquoi est-ce qu'il le quitte? Parce qu'il subit de très violentes attaques contre ses écrits qui commencent à aborder la Kabbale. Et de là, il va se rendre à Amsterdam. C'est pas tant la Kabbale qu'on critique dans ses écrits que l'idée de messianisme qu'il y développe. On revient sur ce problème. Pas très loin se dessine Shabtai Tzvi, mais pas seulement. Pas seulement parce que l'histoire nous dit, je vous la livre telle que, est-ce que c'est une légende, est-ce que c'est une histoire vraie? Ce n'est pas à moi de répondre. Mais toujours est-il que Rabbi Luzzatto reçoit une révélation d'un Maguide en 1727, un penseur céleste, un ange qui lui dicte quelque chose. Au fond, il parle d'une prophétie, quelque chose comme ça. Ah, prophétie, elle n'existe plus. Mais voilà, mais ça fait très très peur aux rabbins traditionnels. Et ce Maguide lui dicte le Zohar Tignana. Ah, le Zohar, qu'il rédige en araméen, dans la terminologie, avec les mots, avec les expressions du Zohar. On panique dans les milieux rabbiniques traditionnels. Et c'est pas n'importe qui, parce que le Ramchal, dès l'âge de 20 ans, s'impose dans son commentaire de la Torah, qui est d'un niveau tout à fait exceptionnel. Alors, en 1730, les sages, qui sont véritablement hantés par les catastrophes de Shabtai Tzvi et compagnie, l'incitent à signer une reconnaissance qui lui interdit d'écrire des secrets ou des révélations dans le langage araméen du Zohar. Voilà ce qu'on lui demande. 1730. Et son maître, parce qu'il a un maître, qui s'appelle Rabbi Yeshaya Basso, lui conseille d'accepter. Il accepte, mais ça ne suffit pas pour ses détracteurs. Ils en veulent plus, et en 1735, il est obligé de partir à Amsterdam, et on brûle tous ses écrits mystiques à Padoue. Voilà. Alors, en route pour Francfort, il passe par Francfort, où il espère pouvoir se disculper. Mais ça ne marche pas. Au contraire, on l'oblige à s'engager à ne pas écrire sur la Kabbale, ne pas l'enseigner et même ne pas l'étudier avant l'âge de 40 ans. Vous connaissez ce principe. Vous connaissez ce principe que l'étude de la Kabbale ne doit pas être entreprise avant l'âge de 40 ans. Alors évidemment, il ne peut pas accepter un truc pareil et il va partir à Amsterdam. Et là, il aura quand même une vie plus calme. On le laisse faire. Amsterdam est une ville, on aura plusieurs cours sur Amsterdam. C'est vraiment une communauté très particulière, extrêmement intéressante. Donc ça se passe un peu bien à Amsterdam. Il écrit des œuvres, pas de cabale, sur l'éthique, sur la foi. Il écrit même des pièces de théâtre. Et puis en 1740, il écrit un livre essentiel sur le moussar, sur la morale, sur l'éthique, qui s'appelle Messilat Yesharim, la voie des justes, ou souvent traduit en français, le sentier de rectitude, qui est un livre fondamental du Ramchal, qui est évidemment étudié encore jusqu'à aujourd'hui, et qui est un livre de fond dans toutes les bonnes bibliothèques de quelqu'un qui étudie nos textes. Alors, ce livre est très vite adopté dans toutes les communautés, malgré les protestations ou les critiques qu'ont suggéré les rabbins italiens. Et ce livre va plus loin encore que simplement des lois de morale, en enseignant la voie de la perfection, pas trop ce que ça veut dire, qui doit mener à la prophétie. Alors voilà, là, il rejoint quelque part ce qui lui est arrivé, ce qu'il a dit lui être arrivé. Mais il ne se considère pas comme parfait, évidemment.
Ça enseigne également la voie de la piété authentique pour arriver à une union avec Dieu. Et ce sont des idées très élevées. Ne comptez pas sur moi pour vous les expliciter, ce n'est pas ma fonction. Simplement pour vous dire qu'il va rester à Amsterdam jusqu'en 1943. Il publie une dizaine de livres, dont un autre livre célèbre qui s'appelle Derer Hashem, une encyclopédie de la foi juive. Comment aimer Dieu, comment être en union avec Dieu. Et puis il va quitter Amsterdam en 1743 pour Akko, Saint-Jean d'Acre, avec toute sa famille, mais pas de chance, 3-4 ans après, il va décéder suite à une épidémie. Il est enterré à Tibériade, près de Rabbi Akiva. Qui est-ce qui l'a dénoncé? Qui est-ce qui a mis en doute les qualités morales et l'intégrité du Ramchal? Eh bien, figurez-vous que c'est un rabbin de Jérusalem, un kabbaliste, un farouche opposant à Shabtai Tzvi, et qui considère dès 1730 que le Ramchal est un hérétique. Alors, ce rabbin, qui s'appelle Moshe Aziz, ses dates c'est 1672-1751, prévient les rabbins de Venise de ce qu'il considère comme l'hérésie de Luzzatto, et cette dénonciation sera le prélude à toute sa vie difficile et courte. Voilà, je prends encore un tout petit instant pour vous dire que ce que nous avons vu ce soir, c'est un terreau favorable à l'avènement d'une nouvelle approche du judaïsme. Allez, je vous l'ai dit, répétez, vous le savez maintenant. Le chassidisme va répondre aux aspirations populaires. Mais quand il va surgir, tout de suite cette méfiance du rabbinat traditionnel, parce que encore une déviance, encore une hérésie, c'est possible, c'est possible. L'enseignement traditionnel rabbinique qui est très sévère, qui est rigoureux, qui est le produit de plusieurs siècles d'études très sérieuses en milieu urbain, c'est important. Parce qu'en milieu urbain, on a de grosses communautés et de grandes possibilités. Une intense activité culturelle, intellectuelle, pardon, cette façon d'approcher le judaïsme ne correspond pas aux besoins d'une grande partie de la population polonaise qui est complètement chamboulée par ce qui vient de se passer il y a quelques années. Et par la déception des rabbins, et par la déception de Shabtai Tzvi de France, et toute leur situation qui s'est dégradée. Cette réponse rigoureuse, stricte, ne correspond pas aux besoins de la population. Et elle va trouver, justement, dans le chassidisme, une approche religieuse adoucie, simplifiée, imprégnée de mysticisme. Mais on ne parle pas du mysticisme de nos déviants, hein. Bien mieux adapté à ces masses de population qui sont misérables et souvent pas très, très cultivées. Alors, une approche qui peut sembler à première vue, évidemment à tort, je souligne bien, à première vue et à tort, teintée de petits emprunts chrétiens sur la mystique, et également de quelques emprunts à l'enseignement de Shabtai Tzvi. Alors, cette incompréhension qui sera assez rapidement dépassée, évidemment, mais sera à l'origine de l'opposition violente entre les chassidim et les mitnagdim, entre les chassidim et ceux qui sont contre les mitnagdim. Et on va s'arrêter là pour ce soir, je crois. La prochaine fois, alors là, on va rentrer carrément dans le vif du sujet, ce seront les chassidim, le Baal Shem Tov et beaucoup d'autres personnages, avec pour démarrer le chassidisme tout de suite une belle surprise inattendue. Voilà, j'en ai fini pour ce soir. Si vous avez des questions, je n'ai pas forcément les réponses. En attendant, je vous souhaite quand même à tous Pessah Kasher V'Sameach,
que tout se passe bien pour nos soldats, pour nos otages, pour tout le monde en Eretz Israël et pour tout Am Israël, parce qu'en diaspora, c'est pas brillant non plus. Mais on a un espoir très fort, on est dans une période exceptionnelle. C'est très difficile à lire quand on vit une période exceptionnelle, mais on est dans une période exceptionnelle et tout à fait positive, malgré toutes les misères qu'on peut entendre. Donc, Pesha, Pessah, Kacher, Vesameach, et on se retrouve dans 15 jours, tout de suite après Pessah. Il n'y a pas de vacances. Voilà. Merci beaucoup. Merci, Georges. Et bravo à tous les participants. Vous êtes plus de 50 à avoir pris du temps pour écouter Georges. C'est toujours passionnant. Eh ben, Vous pouvez ouvrir bravo, le micro. bravo. Avec Mais sa ça vous mère. sort un peu des cuisines, madame, mesdames. Merci, Georges. Merci à tous. Merci à vous de m'avoir écouté. Max Sommer. Bonsoir Maxime, Raksamea, bonsoir Daniel. Avec sa mère, les coulams. Merci beaucoup. Marc, Chag Sameach. Voilà. Attends, j'arrive pas à l'arrêter. Ah, bah, il est là. C'est la clarette. Johan, Avec sa mère. Johan, Oui. tu sais que Ethan s'est fiancé. Ah, justement, Mazal Tov. J'ai entendu qu'il y a le petit-fils qui s'était fiancé, mais je ne savais pas que c'était Ethan. ah, ben Ah, alors, super. Arié, il faut me le dire, moi, on me tient pas au courant. Alors, Mazel Tov à Arié et Tania Feig. Ah, quel? Mais non, c'est il faut me le Maxime. dire, moi, je peux pas le C'est deviner. Maxime. Mon Ouais. petit-fils, ouais. Eh ben oui, Oui, il faut le Ariel. dire. Alors, encore un Mazel Tov ce soir, on n'arrête plus. Super.